Eh bien, bienvenue, mesdames et messieurs. Je suis bien contente de vous avoir pour ce beau dîner au féminin aujourd'hui. Je vais avoir l'honneur d'accueillir Pascal Descaries avec moi ce midi. Donc, on va pouvoir échanger. Et c'est un peu en l'honneur de la Journée de la femme qui avait lieu hier. Mais en même temps, vous allez voir qu'on va parler de toutes sortes de sujets, féminins, masculins, peu importe. On va avoir bien du plaisir ce midi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Isabelle Boyer de Québec, originaire de l'Abitibi. Je m'amuse bien à dire que je me suis amusée à faire tout sauf des blocs bruns en immobilier. Pour moi, ma définition d'un bloc brun, c'était des appartements au 1er juillet non meublés. J'ai eu des condos corporatifs, des maisons de chambre, des Airbnb, des chalets locatifs. J'ai de l'immobilier à l'international. J'ai fait des flips immobiliers aussi. Donc, je me suis amusée dans un bel éventail qu'est l'immobilier. Je pense que c'est ce qui est le fun pour l'immobilier. On peut avoir... je pense 100 personnes autour de la table, puis on va tous faire des choses différentes tellement qu'il y a une belle ampleur d'expertise qu'on peut aller chercher. Alors, ça me fait plaisir de co-animer ce dîner. Pascal, je vais te laisser te présenter. Moi, j'ai eu la chance de connaître Pascal l'année dernière dans un voyage immobilier au Maroc. Ça a été une super belle découverte. J'adore ton énergie, donc je te laisse te présenter. Merci Isabelle. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Pascal Descaries, investisseur immobilier. Moi, je me spécialise plus dans le flip immobilier et maintenant aussi dans l'investissement passif en immobilier. Donc, comme Isabelle l'a dit, si bien on pourrait dire ça autour d'une table, l'investissement immobilier, c'est tellement large, ce n'est pas juste les blocs bruns, quoique il y a plein de façons. Et c'est le fun aujourd'hui qu'on va être capable de discuter de diverses facettes qu'on discute peut-être un peu moins des fois pour que les gens puissent comprendre que l'immobilier, c'est tellement vaste et c'est accessible à tout le monde aussi. Fait que je suis contente aujourd'hui qu'on puisse partager ce panel-là ensemble, Isabelle. Yes! Donc, je pense qu'on commençait avec une petite annonce pour bien partir la journée. Tout à fait. Alors, pour ceux qui aimeraient, jusqu'à aujourd'hui, il y a 30% de rabais sur les formations en investissement immobilier, pas les coachings, mais pour toutes les formations, 30% de rabais jusqu'à aujourd'hui. Et messieurs, les femmes vous font un cadeau aujourd'hui. Donc, le rabais est applicable autant pour les dames que les messieurs. Donc, n'hésitez pas si jamais il y avait une formation qui vous intéressait. C'est en rabais à 30% aujourd'hui. Pascal, je continuerai avec toi pour voir un peu, dans le fond, c'est quoi qui a été ton déclic, toi, pour te lancer en immobilier? Moi, mon déclic, certains le savent, d'autres ne le savent pas encore. Moi, c'est vraiment parti d'une séparation. Donc, la première achat de maison que j'avais faite à mon conjoint à l'époque, lorsqu'on s'est séparés, on a vendu la maison et là, un gain est revenu dans nos comptes de banque qui était un gain quand même assez important. À l'époque, ça représentait 1 an de salaire pour moi. Donc, ça a été un déclic de faire comme, il y a une possibilité de faire de l'argent avec l'immobilier. Donc, moi, c'était la maison résidentielle que j'avais vendue à l'époque. Donc, je me suis dit, OK, je vais commencer à me renseigner un petit peu plus parce que je ne connaissais rien de la construction, rien de l'investissement immobilier. Fait que j'ai commencé par un petit cours de design intérieur en me disant, je pourrais peut-être être designer intérieur aussi, pour finalement me rendre compte qu'il y a plusieurs étapes quand on veut le mettre en business, donc d'aller chercher sa licence d'entrepreneur général, de bâtir une entreprise. C'est comme ça que ça a commencé, vraiment par une séparation. Comme quoi, c'est quoi l'expression qu'on dit, là? Quand la vie t'amène des citrons, fais de la limonade. Ouais, c'est cadeau mal emballé. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça, moi, que j'ai commencé dans la lignée de l'immobilier. Puis après ça, j'ai été me chercher des formations, j'ai été me renseigner. Puis c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je vis 100% de mon immobilier. Toi, je suis curieuse. Je pense qu'on s'en est jamais parlé. Comment t'as été ton déclic? Moi, j'ai eu 2 déclics. Le premier, c'était le scandale de Norbourg. OK. J'ai une compagnie de consultation en génie industriel, ça allait super bien, je plaçais tout mon argent dans mes REER, je topais ça chaque année. Et là, il y a eu le scandale de Norbourg où des planificateurs financiers sont partis avec l'argent
de leurs investisseurs, en fait. Je me suis dit, oh non, mais là, j'aimerais ça avoir un petit peu plus de contrôle sur l'argent que je vais placer. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. Et dans ce temps-là, je restais dans le bas du fleuve. J'avais le DVD de Monsieur Lépine. Et j'ai écouté ça. C'est comme ça que je me suis intéressée à l'immobilier. Donc, juste pour donner 2 excellents exemples que le déclic en immobilier peut se faire vraiment de différentes façons. Puis dans nos 2 cas, c'était des événements un peu sombres, mais qui ont amené à créer 2 femmes à succès en immobilier. Excellent. Sinon, c'était quoi, toi, ta plus grande peur quand tu as fait ton premier projet? La peur de l'inconnu. Moi, je dis souvent, je pense que la peur est reliée à l'inconnu. On ne sait pas c'est quoi les étapes qui vont s'en venir. Je me suis dit, je me lance dans quelque chose que je ne connais pas du tout. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais être à la hauteur? Je connais pas ça. C'est une bonne idée? Fait que c'était toute cette peur-là qui m'habitait de, je sais pas ce que je fais là en ce moment. J'en ai aucune idée. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que ma peur du début revenait à dire que je savais pas c'était quoi les étapes. Mais tu peux pas les savoir les étapes si tu te lances pas dedans. Fait que pas à pas, j'avançais. Des fois, je reculais un petit peu parce que j'avais fait quelque chose qui était pas optimal, mais ça me faisait apprendre. Puis à force de le faire, ben la peur, elle s'en va parce que c'est plus de l'inconnu après. Là. Après ça, ça devient une gestion du day-to-day. Puis, c'est des étapes à suivre. Puis je pense que c'est en se lançant qu'on les apprend. Parce oui, lire des livres, c'est super bon, puis aller chercher les conseils des gens, mais le mettre en pratique, c'est ça qui fait éliminer ta peur. Parce que là, quand tu le mets en pratique, ben là, tu réalises, c'est pas si pire que ça. Ou, regarde, là, oui, j'ai fait une erreur, mais elle m'a pas impacté tant que ça. Puis comment je peux aller rattraper, si c'est une perte monétaire ou une perte de temps, comment je peux aller le rattraper dans l'équation? Fait que c'est de s'adapter puis d'avancer malgré ça. Fait que la peur de l'inconnu, c'est éliminé en le mettant en pratique. Est-ce que la peur est encore présente des fois quand j'ai des nouveaux projets? Oui. Sauf que maintenant, je le sais que cette peur-là, c'est un moteur qui me fait avancer parce que j'ai vaincu les peurs du passé. Je me dis, regarde, aujourd'hui, on a accès à tellement d'informations maintenant, puis il ne faut pas avoir peur de demander aux bonnes personnes. Parce que je ne sais pas pour toi, là, Isabelle, là, mais les gens, je les trouve généreux dans l'immobilier, généreux de leur temps, généreux de leurs conseils. Tu l'as dit, on a voyagé ensemble là, au Maroc, puis il y a plein de personnes, tu n'as pas tout le temps de t'asseoir, mais à chaque fois que tu t'assieds à côté de quelqu'un, il n'y a pas de secret de la caramel. Personne ne garde de secret dans cet univers-là. Tout le monde te dit tout le monde veut que tu réussisses, puis ils veulent te dire les pas qu'ils ont fait, les erreurs qu'ils ont faites pour que toi, tu ne les reproduises pas. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi à ce niveau-là. 100% d'accord. Il y a beaucoup de générosité. Puis, j'ai un ami dernièrement qui m'a emmené une expression que j'ai tellement aimée puis qui vient faire le petit wrap-up sur ce que tu viens de dire. C'est que lui, il a dit « Sortez pas de votre zone de confort. Agrandissez votre zone de confort. » Parce que quand tu sors, tu reviens. Tandis que quand tu agrandis, ben ça fait juste... Fait que c'est ça, une peur au début, tu la maîtrises, tu apprends qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les bons pas. Puis finalement, tu finis parce que cette peur-là n'est plus une peur. Elle fait partie de ton coffre à outils, puis tu continues. Mais pour moi, là, c'est rendu, c'est plus une peur que j'appelle ça, c'est un challenge. Ouais. J'aime ça. Ça me drive. Tu sais, quand je le sens, là, je suis comme, oups, ça va être de l'inconnu ici. Ah oui, c'est un bon stress. Moi, j'aime ça. J'avais un peu une peur similaire, là. Moi, c'était de faire des erreurs. Fait que là, je m'étais dit, ouais, mais là, si je fais ça, si je me trompe, puis écoute, j'en ai fait des erreurs. En fait, j'ai commencé avec une erreur. Je m'en suis sortie pareil, mais l'important, comme tu dis, c'est de passer à l'action. Parce que si on reste juste avec nos peurs, avec la peur de faire des erreurs, la peur de se tromper, fait qu'on finit par se former, rencontrer des personnes, s'entourer des bonnes personnes aussi. Puis en fait, une fois qu'on fait ça, on n'est plus arrêtable, là. Non, exactement. Puis, tu sais, je pense qu'il faut faire aussi attention aux mots qu'on utilise envers nous. Tu sais, de dire, est-ce que c'est une erreur ou c'est un apprentissage? Oui. Parce que l'erreur, ça va être si tu la répètes 2 fois, si tu n'as pas appris de ça. Oui. Moi, je dis souvent, j'ai appris quelque chose, fait que j'avance, je grandis à travers ça. Tout à fait. Oui, un peu comme moi, je ne dis pas que j'ai des problèmes, je dis que j'ai des opportunités. Oui, exact.
toujours des opportunités de s'améliorer. Oui, tout à fait. J'adore ça. Excellent. En fait, je te demanderai un petit peu là, au niveau de ton parcours. Tu disais que tu étais spécialisée dans les flips. C'est quoi qui fait qu'un flip est vraiment rentable au-delà des chiffres sur papier? Bien, c'est sûr que oui, il faut faire la structure des chiffres au début. Il y a des erreurs qu'on pourra parler après là, qui viennent au-delà de la planification. Mais moi, la rentabilité d'un flip, je dis souvent que c'est dans l'optimisation. Et là, quand on utilise le mot optimisation, les gens vont souvent penser, OK, elle va le mettre plus beau. Oui, c'est vrai. Mais il y a l'optimisation du temps qui est vraiment important. Puis moi, je vais jouer sur l'optimisation du temps et des finances. Parce qu'on le sait, il y a des imprévus, ça arrive vite. Fait que là, ton calcul de tableau, là, tu tombes vite dans ton imprévu. Fait que qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas accepter cet imprévu-là? Tu vas diminuer ton profit ou tu vas réagir pour peut-être aller modifier à quelque part d'autre ou aller travailler avec un fournisseur pour peut-être avoir un meilleur prix? Fait que moi, ça va être vraiment dans l'optimisation du temps. Puis moi, j'applique la loi du nombre. Donc, petit truc de chantier de Pascal que je fais. Si un travail prend 40 heures, si on prend un charpentier habituellement, ça va lui prendre 40 heures pour faire quelque chose. Souvent, les gens vont dire, parfait, 40 heures, c'est une semaine de travail. Moi, comment je vois ça, c'est comment je peux réduire ces 40 heures-là à une journée. Fait que je fais la loi du nombre. C'est-à-dire qu'à place d'engager un charpentier qui va faire le travail pendant 5 jours, je vais en engager 5 de la même équipe qui vont le faire en une journée. Fait que là, on voit, je viens de réduire ma braquette de temps. J'ai 4 jours dans la semaine qui suivent que je peux avoir d'autres corps de métier qui vont faire. Fait que c'est ça qui fait en sorte que mes projets, souvent, les gens vont dire, ça prend en moyenne 90 jours pour arriver à un projet. Ça, c'est vraiment une moyenne selon nos projets. Moi, je le réduis souvent à 30-35 jours parce que je compresse tout ça. Puis, il y a un beau travail d'équipe qui se fait dans mes équipes, mais je fais la loi du nombre. Fait que moi, c'est comme ça que je gagne du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Puis, on va le vulgariser vraiment. Pourquoi le temps, c'est de l'argent? Si on fait appel à un prêteur privé, là, pour ceux qui le savent, là, ça coûte excessivement cher dans la durée du temps, plus longtemps que tu gardes ton prêt. Mais si tu réduis ton temps d'opération, tu viens déjà de gagner des milliers de dollars. Fait que tout est là-dedans, tout est dans l'opération du temps. Fait que pour moi, c'est optimiser les horaires, la structure, les budgets, toujours être capable d'aller en chercher. Donc, c'est ça le secret de ma réussite à moi. J'adore. J'adore. Et tu as marqué quelqu'un. On a Sandrine qui nous écrit pour dire Pascal avait dit une fois lors d'une interview qu'elle aime mieux vivre d'adrénaline que de vivre de stress. Elle dit que ça l'avait marqué. Donc, on te remercie pour y avoir fait cette belle petite phrase des fois qui punch, puis qui nous marque, qui nous suivent. Oui, parce que c'est deux choses complètement différentes, là. Le stress et l'adrénaline. L'adrénaline, pour certains, ça peut être agréable. Le stress, je pense que pour tout le monde, c'est pas agréable. Puis comment que je réduis mon stress? C'est dans l'organisation. C'est dans la planification. C'est OK, on a un plan A, on a un plan B. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que d'être structuré. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit, est-ce que tu sais, Pascal, que de tout contrôler, c'est de se cacher derrière quelqu'un qui est angoissé? Puis j'étais comme, t'as pas tort. On contrôle une certaine angoisse en structurant toutes nos choses. Donc, j'aime bien structurer mes choses pour pas avoir à être stressée, angoissée, tout ça. Souvent, moi, j'y vais avec la loi du 80-20. Tu sais, on peut contrôler un 80% de notre environnement, le contexte, etc. Puis un 20% qu'il va falloir faire avec les surprises ou les imprévus, là. Oui, tout à fait. Puis moi, je rajouterais à ça, il y a une phrase que quelqu'un m'a déjà dit. Contrôle le contrôlable. Fait que le 20% là, que tu ne contrôles pas, oui, on veut tout essayer de contrôler sur nos chantiers, tout ça. Sauf qu'il ne faut pas que ça vienne te gruger à l'intérieur. À un moment donné, tu as un certain lâcher-prise à avoir, là. On ne peut pas exactement tout contrôler. Puis, tantôt, hors caméra, on en parlait ensemble, tu sais, la micro-gestion. Là. La micro-gestion, pendant que tu fais de la micro-gestion, ça te prend de ton énergie. C'est pas là que tu es forte, c'est pas là que ta force allait. Fait qu'il faut arrêter des fois de tout vouloir contrôler. Selon moi, c'est plus nuisible pour l'entreprise, pour ton énergie. Mais ça, c'est avec le temps, je pense qu'on l'apprend.
Parce Oui, que bien, quand on enlève un peu des peurs qu'on a parlé tantôt, puis tu donnais un bon exemple tantôt aussi, c'est que quand tu es capable de donner des belles directives à ton équipe, fait que qu'est-ce que tu as besoin de faire pour quand j'en ai besoin, bien, ça leur permet, eux, de gérer, puis toi, de pouvoir te concentrer sur d'autres choses où tu es plus utile, où tu es plus stratégique, là. Oui, exactement. Puis plus ta consigne est claire, plus ta consigne elle est précise, plus il n'y a pas de chance de se poser des questions, comme que je dis. Okay? Parce que le temps que ton ouvrier se pose une question sur un chantier, c'est du temps où est-ce que ta directive n'était pas claire, puis tu le perds aussi. Là. Fait que, tu sais, puis de demeurer toujours disponible. Parce que moi, physiquement, je ne suis pas toujours sur les chantiers, mais je suis toujours disponible. Maintenant, avec les FaceTime, les téléphones. Ouais. Je me rappelle, j'ai un ouvrier qui m'avait appelé à 6 heures le matin. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis une maman, puis je vais porter mon fils à l'école à chaque matin. C'est très important pour moi. Fait que j'arrive plus tard sur le chantier. Mais ça reste que 6 heures, j'étais en FaceTime. Là. Il était comme, Pascal, on vient de percer un tuyau, ça coule partout. Eux sont pris de panique. Moi, vu que je suis à l'extérieur de la situation, j'ai comme, ben, va fermer la valve principale. Puis attends, je vais appeler le plombier. Puis, fait que, tu sais, d'être à l'extérieur aussi, qu'on a une vue d'ensemble, c'est une meilleure gestion que d'être dans notre micro-gestion. Oui, le nez collé sur l'arbre. Excellent. Écoute, je te relance avec une autre question. La construction, c'est souvent une industrie pour les hommes qu'on entend, hein? Comment tu réponds à ça ou comment tu vis ça, toi, ce monde de milieu un peu plus masculin? Bien, tu sais, j'aime pas mettre des étiquettes, c'est plus ci, c'est plus ça, on est plus ci, on est plus ça. Est-ce que c'est quand même une réalité qu'on est en minorité actuellement? Oui. Par contre, moi, quand les gens me posent la question, tu trouves ça difficile? On n'est plus dans les années 20, là. Les gars de la construction, là, sont super gentils. J'ai jamais eu personne qui m'a manqué de respect. Au contraire, je pense que c'est l'union des deux qui fait une force. Puis moi, là, je suis jamais rentrée comme sur un chantier ou peu importe dans une pièce en disant « je connais tout, je sais tout ». Moi, j'arrive vraiment, on travaille en équipe, c'est toi l'expert, tu connais ton travail, moi je connais le mien, puis on va jumeler ça ensemble. Fait que, oui, il y a moins de femmes dans la construction. Est-ce qu'ils ont leur place? Oui. Est-ce que je trouve que les hommes nous laissent leur place? Oui. Donc, c'est plus ce qu'on entendait qu'ils ne nous laissent pas notre place. Au contraire. Puis moi, je pense qu'ils aiment travailler avec nous. Est-ce que c'est mon petit côté maternel qui amène des cafés le matin, ou des beignes ou de la conciliation au travail? Peut-être, mais il y a des hommes qui ont les mêmes qualités que moi à ce moment-là, tu sais. Fait que je trouve que c'est plus du jour de dire qu'il y a une différence, mais oui, on peut dire qu'on est encore en minorité, par contre. Tout à fait. Tu t'appelles Pascal, tu travailles en construction. T'aurais-tu une petite anecdote, le fun à nous raconter sur ton prénom, par hasard? Oui, parce que les étiquettes sociales ne viennent pas juste des hommes, ne viennent de la société, puis ça arrive encore, souvent, que, ben, premièrement, les gens, quand je leur dis je suis dans l'investissement immobilier, bon, la première chose, c'est t'es courtière? Non. Je suis entrepreneur général, j'ai une compagnie de construction. Ah, t'as bâti ta compagnie avec ton chum? Non. Avec ton père? Non, c'est la mienne. Mais ce qui est souvent drôle, c'est l'anecdote. Il y en a qui la connaissent. Je suis arrivée au notaire à un moment donné pour une transaction, puis je suis assise en salle d'attente, puis j'attends. Puis là, on dépasse les délais. Puis la réceptionniste dit ça sera pas trop long, tu sais, on attend M. Descaries pour venir signer les papiers. Tu sais, vous êtes sa courtière, j'imagine. Je suis comme non, c'est moi, Madame Pascal Descaries. Donc, maintenant, j'ai arrangé ça, signature électronique, mon visage est là, fait qu'il n'y a plus personne qui est surpris, j'attends plus dans les salles d'attente, mais ça arrive encore souvent que Pascal, il ne voit pas le E et c'est souvent Monsieur Descaries de la compagnie de construction. Ça arrive encore, mais je ne suis pas offusquée par ça, là. J'ai appris. Là. Mais toi aussi, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Écoute, je me suis souvent fait demander où était monsieur.
souvent à la banque. Donc, est-ce que monsieur va venir? Est-ce que monsieur va apporter de l'argent? Est-ce que j'ai fait non, j'ai pas de partenaire dans mon parc immobilier. Donc, oui, non, ça arrive qu'on se fait poser. Mais bon, il faut prendre ça avec un petit clin d'œil. Puis, je pense pas que c'est une problématique du tout d'être seule dans son entreprise ou d'être une femme dans son entreprise. Comme tu dis tantôt, on a plein de belles qualités que des hommes peuvent partager aussi. Puis je pense que c'est la complémentarité qui est intéressante là-dedans, de partager autant si on aura un partenaire d'affaires, mais avec nos fournisseurs, nos clients, nos associés, peu importe. Ça, je trouve ça vraiment, c'est vraiment wow. La force d'équipe, c'est à ne pas se passer. Non, ça c'est sûr. Tu sais, dit que j'ai toujours de la misère avec cette expression-là, là, mais c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ouais. Ça a pris du temps à le comprendre, ça. Parce que comme que je disais, avant, je faisais beaucoup de la microgestion. Tu sais, j'avais besoin de tout gérer, tout savoir. On dirait que justement, j'étais plus en contrôle. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, non, regarde, tu as des professionnels autour de toi qui sont plus qualifiés dans les compétences pour lesquelles tu les engages. Fait que je me suis beaucoup déchargée de grosses responsabilités. Aujourd'hui, sur un chantier, là, avant, là, j'étais là si j'avais pas mon gars, là, j'étais là de 5h30 le matin à 5h30 le soir. Je vais être la première qui arrivait. Puis à un moment donné, j'ai appris à faire confiance. S'entourer des bonnes personnes, ça aussi, c'est la clé. Oui. Parce que les gens sur qui tu peux t'appuyer, c'est eux les professionnels. Il faut que tu leur donnes ce qui leur revienne. Fait qu'à un moment donné, quand tu te dégages de ça, ça revient à dire la vision extérieure est meilleure. Puis pendant ce temps-là, ben, j'ai le temps de me concentrer sur mes forces à moi. Puis moi, mes forces, c'est d'être visionnaire, de voir un projet. Il y a des gens qui vont rentrer dans les maisons qui vont faire comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » Moi, je t'explique. Oh my God, il y a quelque chose! Potentiel. Je vois le potentiel. Fait que ça, je sais que c'est ma force. Ouais. Ma force, c'est pas de bâtir un mur. Puis ça aussi, c'est un mythe que les gens disent. Il faut que tu sois manuel. Pas du tout. Pas du tout. Il faut que tu saches qui engager, les bonnes personnes, bien t'entourer. Tu sais, à un moment donné, c'est l'équipe qui fait en sorte que ton projet va plus loin. Puis, tu sais, on parlait d'investissement immobilier tout diversifié, là, tantôt, là. Il y en a que c'est même pas de rénover un établissement. Il y en a que c'est des calculs de rentabilité. Non, tout à fait. Tu sais, comme coach au club, moi, je reçois beaucoup de personnes qui posent toutes sortes de questions. Puis, tu sais, dans les mythes que tu parles, ce qui m'arrive souvent de la part des femmes, c'est justement, ben oui, mais je veux faire de l'immobilier, mais je connais pas la réno. Fait que, mais tu sais, je pense qu'il y a moyen de faire de l'immobilier sans faire de la réno. S'il y a de la réno à faire, il y a des entrepreneurs qui connaissent comment faire ça. Ça peut être des compagnies de gestion aussi qui vont peut-être s'occuper des rénos. Mais moi, j'avais un peu ce mythe-là au début, puis je m'étais dit non, mais regarde, si c'est une de mes faiblesses, je veux juste la combler. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'avais eu un gros chantier, à peu près 800 000 $ en travaux. Fait que j'avais engagé plusieurs corps de métier. Et là, je m'étais dit, garde, je vous donne le contrat, mais dans le contrat, vous m'offrez 1 heure de formation par corps de métier. Fait que j'ai dit, moi, je veux pas savoir comment poser de la céramique, mais je veux savoir comment ça se calcule, comment ça se pose. Faut que tu viennes après quel corps de métier, tu arrives avant quel. Tu sais, une toilette, si quelqu'un allait me changer une toilette et qu'il me dit que ça prend 4 heures à changer, ben j'étais capable de faire un petit peu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'était pour aussi avoir un certain contrôle sur mes coûts après pour m'aider. Mais ça me donnait énormément de confiance. Je sais pas plus aujourd'hui comment poser du gyps, faire du plâtre, là. Mais je sais comment ça se pose, comment ça peut coûter au pied carré, etc. quand j'ai des projets à calculer. Fait exact. Puis ça, tu l'as fait au début. Oui. Mais ça a été un très bon investissement, je suis certaine, de temps, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, quelqu'un qui dit ça prend 4 heures pour poser une toilette, tu vas faire comme, bon, ben je vais peut-être faire soumissionner quelqu'un d'autre. C'est ça. Oui. Fait que moi, ça, c'est un conseil que les gens me demandaient des fois. Comment tu as commencé? Quel apport que tu apportais dans un chantier? Puis je leur disais, au début, là, j'étais assis, j'amenais du café, puis je payais des factures.
Mais j'étais assise, puis je regardais, puis je posais des questions. Posez des questions. Soyez curieux de savoir comment que ça fonctionne. Puis cet investissement de temps-là, vous ne le répétez pas à chaque chantier parce que là, vous acquérissez votre expérience. Puis ça, il n'y a personne qui peut vous l'enlever après. Oui, après, il y a des mises à jour sur des choses, des nouvelles façons de faire. Sauf que l'apprentissage qu'on fait sur le terrain ne veut pas dire de tenir un marteau puis une spatule pour faire du gyps. C'est regarde, comprends, pose des questions. Puis je suis contente de comment tu l'as fait. Puis j'ai une question à te poser. C'est sûr que c'est peu commun de demander à un entrepreneur, tu vas me donner 1 heure de coaching, mais comment ça a été pris? Vraiment super bien. Vraiment super bien. Il n'y a pas personne qui a refusé. Bon, je dis, ben oui, ça me fait plaisir. Je pense que c'était même un peu surpris. Je pense pas qu'ils se font poser ça souvent. Puis comme je leur disais, c'était dans le mieux comprendre, tu sais, puis je savais que c'était pas le dernier contrat que j'allais donner non plus. Fait que ça permet d'avoir des bonnes relations aussi, puis comprendre comment les personnes fonctionnent, qu'est-ce qu'ils aiment. Que, tu sais, des fois, quand il arrive d'avoir un chantier dans un tel état, c'est toujours plus le fun que quand tout est tout croche puis il faut qu'ils ramassent les autres, là. Fait que ça a permis de passer une couple de messages en même temps. J'ai quelques questions, Pascal, de notre auditoire. Fait que si ça ne te dérange pas, je t'en poserai quelques-unes. On a Suzanne Boutin à 12h28 qui nous demande à quel âge vous avez commencé à investir dans l'immobilier? Et avec quelle institution financière vous conseillez? Je ne sais pas si tu veux t'embarquer dans la deuxième partie, mais je voudrais t'entendre sur la première. Si on parle de à quel âge j'ai commencé réellement à investir ou quand que je parlais que je m'étais séparée, là, fait que non, mon déclic a été investisseur, là. Comme investisseur, mon Dieu. Le temps passe vite, hein? Tant que tu réponds, je vais y aller. Donc, moi, j'ai commencé à 35 ans. Okay. C'est vraiment là que j'ai eu mon déclic. À 35 ans, j'ai commencé à lire, à m'intéresser. Je sais pas, peut-être ça après 1 an, j'ai commencé un coaching. Fait que moi, ça a été à 35 et je peux vous annoncer que j'ai pris ma retraite l'année passée à 49 ans. Donc, félicitations! Ouais. Beau parcours immobilier. Mais je pense pas qu'il y a d'âge pour commencer en immobilier. J'en vois des fois de plus en plus jeunes dans les coachings, des fois 17, 18, 20 ans. Je trouve ça génial. Puis il y a du monde qui vont venir s'asseoir à 50 ans, puis ça va être une deuxième carrière, là. Non, exactement. Puis, tu sais, là, tu parles d'âge aussi, de commencer à se former, tu sais, versus passer à l'action et tout ça. Moi, je dirais c'est début trentaine là, que j'ai commencé. Après ça, la retraite, pour moi, c'est un grand mot. Là. Je suis pas prête. J'aime ce que je fais, mais j'ai une liberté de temps. Fait que, tu sais, je travaille peut-être... physiquement, je travaille peut-être 2 mois par année, tu sais, le reste du temps, bon, ça va être de créer des relations. Puis, tu sais, je vais mettre une parenthèse, pas qu'on veut pas répondre à quel institut financier vous conseillez, ça, c'est une semaine, c'est une, l'autre semaine, c'est l'autre. Est-ce que c'est des instituts financiers? Est-ce qu'on va aller avec un prêteur privé? Est-ce qu'on va aller avec du love money? Est-ce qu'on va réhypothéquer notre maison? C'est toutes des stratégies qui sont différentes. Est-ce que c'est un institut financier qu'on passe par une compagnie? Est-ce que c'est un institut financier qu'on passe par le personnel? Tu sais, fait que c'est une question qui est très, très vague. Je pense que c'est personnel à chacun aussi. Là. Fait que je ne pourrais pas en conseiller une mieux qu'un autre. Là. Mais il y a 1 million de façons de financer un projet, pas juste les banques. Puis ça, c'est ce que je pense que le monde aussi, il faut avoir une plus grande ouverture d'esprit. Là, parce que des fois, il y a des banques qui vont te dire non, mais le prêteur privé va te dire oui aussi. Mais est-ce que c'est... Fait que là, ça, c'est tous des financements créatifs que je pense que le club offre comme formation. Effectivement. Puis, tu sais, juste pour revenir sur le mot retraite, ça a été une belle discussion que j'ai eue de moi à moi. Puis, en fait, pour moi, la retraite, c'est simplement que j'ai plus besoin de travailler. Mais je travaille encore, mais je travaille plus, je m'amuse. Donc, je pense que des fois, c'est juste notre façon de voir les choses. Parce qu'écoute, souvent, quand on est porté par l'immobilier, on est tellement passionné, je me verrais pas arrêter de faire des projets.
Mais, moi non plus. Mais je ne reviendrai plus jamais à un travail de 9 à 5 du lundi au vendredi non plus. Me départir d'un patron, devoir demander cette semaine, je vais aller en voyage, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit, tout ça. Fait, est-ce que je suis à la retraite depuis que je suis dans l'immobilier? Moi, je peux dire que oui à ce moment-là. Je suis retraitée du standard, d'un travail standard que les gens ont souvent. Ouais. Puis moi aussi, je m'amuse. J'ai du plaisir. Fait que je fais de l'argent en ayant du plaisir. Regarde, la belle vie. C'est ça. Parfait. On a aussi Byron à 12h29 qui nous demande bien s'entourer. Ça veut dire quoi? C'est avec qui? C'est comment? Tu peux-tu nous parler peut-être un peu de moi, ce que j'appelle mon équipe de rêve? Bien, moi, je vais aller au-delà de l'équipe de rêve. Je vais te laisser, toi, parler de l'équipe de rêve. Moi, je peux te parler de l'entourage pour ton mindset. Oui. Bien s'entourer, c'est être entouré de personnes qui vont te propulser vers le haut. Et quand on dit propulser vers le haut, là, c'est pas nécessairement qu'ils vont te prendre par la main, qui vont t'amener. C'est des personnes qui vont t'encourager à aller vers tes rêves. Pas des personnes qui vont parler avec leur peur, parce que je pense pas que les gens sont méchants et qu'ils veulent diminuer tes rêves, mais des fois, le monde parle avec leur propre peur. Fait que bien s'entourer, ça va être des personnes qui ont soit des objectifs communs, soit, même si c'est pas dans l'immobilier, que c'est des entrepreneurs qui voient plus, qui think out of the box, excusez-moi l'anglicisme, qui pensent en dehors. Quelqu'un qui va te cultiver ton esprit à grandir, pas à se refermer. Fait que pour moi, bien s'entourer, ça part la famille, les amis, mais aussi le cercle des personnes. Ici, on est en investissement immobilier, donc j'invite les gens à aller dans des 5 à 7, des regroupements, les voyages, tout ça. Pourquoi? Parce que, puis je raconterai mon anecdote la première fois que j'ai été, là, moi, je ne connaissais pas personne. Personne. Je suis une personne hyper sociale, mais pas dans un groupe que je rentre, qu'il y a 250 personnes, puis je suis comme « Salut, moi, c'est Pascal, je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici. » C'est le drôle de l'imposteur, là, mais c'est de parler, de s'entourer des personnes. Puis, tu sais, comme quand jasais tantôt, Isabelle, les gens sont généreux dans des clubs immobiliers ou des choses comme ça. Fait que pour moi, bien s'entourer, c'est pas juste l'équipe de travail, mais c'est toutes les personnes qui vont cultiver ton mindset aussi. Effectivement. Puis j'ajouterais le partenaire de vie aussi dans, tu sais, quand tu dis famille, amis, réseautage. C'est important aussi d'avoir quelqu'un qui a un peu les mêmes rêves, qui a envie de, tu sais, qu'on se propulse. Fait que hyper important. J'adore ton truc pour le mindset. Dans l'équipe de rêve, ben, moi, ce que je rajouterais, c'est que Pascal, tu dois le voir régulier sur tes chantiers. Tu sais, ça peut être tes employés, mais ça peut être des sous-traitants aussi qu'on a. C'est hyper important qu'on ait des bonnes affinités avec ces personnes-là parce que souvent, on les prend pas juste pour un projet, là. On les prend en répétition quand ça va bien. Donc ça peut faire partie de l'équipe de rêve. Après ça, tout ce qui est comptable, avocat, fiscaliste, notaire, après ça, arpenteur, inspecteur, etc. Les banquiers, je les mets dans mon équipe de rêve aussi. Quand on peut réussir à en avoir qui restent en place un certain temps, on peut construire une relation aussi. Les prêteurs privés, on pourrait les mettre dans ça. Les coachs immobiliers, moi j'aime bien même, tu sais, je coach des gens, mais j'allais chercher des coachs juste pour avoir des fois une autre façon de voir les choses. Fait que c'est bien quand on a ça dans notre coffre à outils. Yes. J'ai Kim, midi 36, qui dit « J'ai besoin de références pour un chalet locatif court terme à vendre ou pas encore affiché. Ou un terrain à vendre dans les secteurs où on peut. » Hey, Kim, je m'excuse, mais ta question est trop vague. Si tu veux m'arriver avec quelque chose de plus précis, je vais voir si on peut y répondre. Ensuite, on a Sultan Midi 36 qui nous demande comment vous construisez votre portfolio. As-tu besoin de précision pour voir c'est quoi un portfolio pour toi? Ou... Oui, moi, j'aurais besoin de plus de précision. Est-ce que là, un portfolio, est-ce qu'on parle d'un parc immobilier? Ouais. Comment on fait pour... Tu veux nous répondre. Et moi, je vais répondre à Suzanne Boutin, midi 38.
Combien de portes vous avez? Oh, je l'aime cette question-là. J'ai hâte que tu répondes. Donc, Suzanne, c'est pas le nombre de portes qui est important, c'est comment tes portes sont rentables. Moi, des portes, là, j'ai bien des portes immobilières, puis j'ai des portes de maison, puis j'ai des portes d'armoire aussi. Des portes, on peut en avoir bien gros. Mais si tes portes sont pas payantes, ça donne pas grand-chose. Non. Fait que moi, je demande souvent pas aux gens comment tu te portes, c'est comment tu te portes payante. Oui, puis Suzanne, c'est pas pour diminuer ta question parce que sincèrement, là, je pense que c'est la chose que j'entends le plus souvent. T'as combien de portes, toi? Et puis en voyage aussi, tu sais. On dirait que le monde sont attirés à savoir, et toi, t'as combien de portes? Parce que, tu sais, si t'en as 3000, là, tu vas me donner des bons conseils, mais si t'es dans le déficit de tes portes, là, la personne qui en a pas, là, qui est dans le terrain, moi, j'ai un de mes amis qui est dans le terrain que je n'aimerais pas, que j'apprécie beaucoup, ça a été super. Moi, je suis dans le flip, fait que le monde, ça dépend à quelle période de l'année que tu vas me demander. Si tu me poses en ce moment, je vais te dire 0 parce que j'ai vendu des actifs. Puis, fait que la qualité n'est pas le nombre de portes, comme tu dis, Isabelle. Puis, c'est la question, je pense, qui revient le plus souvent. Le plus souvent. Puis souvent, c'est pas malhabile, tu sais, c'est juste, ben, tu veux une question pour introduire dans le milieu d'immobilier, fait que comment tu te portes, tu sais. Fait que je le vois souvent, c'est pas mal posé, mais moi, j'aime bien répondre, non, combien tu te portes payante? Ouais, puis Jean-Pierre dit souvent aussi que, tu sais, il y en a qui ont juste quelques portes commerciales, mais qui rapportent 10 000 $ par mois. T'as pas besoin d'en avoir 50 de ça, là. Non, puis je te dirais que, tu sais, des fois, c'est intéressant d'en avoir peut-être moins, de moins à gérer, puis de plus de revenus. Là, ça, c'est une opinion personnelle. Là. Il y en a qui vont dire, ben non, vas-y avec le volume. Moi, personnellement, dans mes projets, comme je dis souvent, le monde me dit, tu fais-tu plein de projets par année? Non, je prends des projets payants. Parce que je pourrais faire 10 projets par année qui vont me rapporter 10 000. Je me mets 10 fois plus à risque. Je me mets 10 fois plus de stress. Ou j'en fais un par année qui me rapporte 100 000. Ça dépend des gens. Oui. Ça dépend des gens. Et il nous reste même pas 4 minutes avant de conclure, Pascal. Fait que je voudrais peut-être juste rappeler aux gens qu'il y a une promo qui se termine aujourd'hui. Donc, 30% de rabais sur les formations du club. Ça s'applique autant pour les hommes que les femmes. Donc, vous pouvez faire des belles transactions aujourd'hui avec ce 30% de rabais. Et Pascal, ben, j'aimerais peut-être ça te poser une ou deux petites questions pour conclure. T'aurais-tu un conseil à donner peut-être à quelqu'un qui hésite à se lancer en immobilier? Le conseil que j'aurais à donner, c'est arrête d'hésiter. C'est plate comme conseil, mais c'est ça quand même. Arrête d'hésiter. On appelle ça la paralysie de la peur. On appelle ça le syndrome de l'imposteur. On appelle ça la peur, comme on disait au début, la peur de l'inconnu. Donc, arrête d'hésiter. Vas-y, lance-toi, essaye. Le pire qui va arriver, tu vas apprendre. Ouais. Sinon, tu vas peut-être réaliser que c'est pas fait pour toi. Ça se peut, ça aussi, là. Il y en a que, tu sais, il faut que tu le fasses pour savoir si c'est fait pour toi ou pas. Après ça, il y a tellement de tranches que tu peux essayer. Fait que je pense que c'est lance-toi, puis, tu sais, vois qu'est-ce que ça va aller, aie l'ouverture d'esprit. Puis, parce que si tu restes dans l'hésitation, ben, tu feras jamais rien. Ouais. Fait que on peut rester bloqué très, très longtemps dans l'hésitation, puis tu peux rester bloqué 1 an, 2 ans, 3 ans. Imagine là, toutes ces années-là que tu bloques les revenus que tu préfères ou l'apprentissage que tu préfères. Parce que je ne veux pas compter de mensonges non plus de dire ça va être payant la première année. Ça se peut, je le souhaite réellement à tout le monde. Je souhaite des coups de circuit tout le temps. Mais la réalité est que plus tu attends, moins tu vas atteindre l'objectif que tu rêves ou que tu vois à long terme. Fait qu'on retient de passer à l'action. Oui. Donc, de ne pas se rester freiné par nos peurs. J'adore ça. C'est un excellent conseil. Et puis, ben, quand on est bien entouré en plus, ben, ça permet de pouvoir se propulser, comme tu disais.
C'est excellent. Écoute, j'ai vu plein de questions défiler. On n'a pas eu le temps de tout répondre, mais écoute, je pense que tu nous as donné de la belle information. Pascal, merci beaucoup. Mais merci à toi aussi. Je trouve que c'est un super de beau partage. Oui, effectivement. Fait que, ben, merci beaucoup. Il n'y a pas de tirage aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu le message de Mehdi passer, donc, il n'y a pas de tirage, mais il y a la belle promotion de 30%. Puis, ben, vous avez eu l'occasion, j'espère, d'avoir des belles petites pépites au courant de ce dîner-là avec moi et Pascal. Merci, Isabelle. Ça fait plaisir, Pascal. Merci à tout le monde, puis bon retour cet après-midi. Ciao! Bye!